Quelles solutions existent? Est-ce que les primo-accédants peuvent... on voit, c'est très compliqué pour accéder à la propriété. Quelles sont les solutions? Vous en avez quelques-unes, j'imagine. Eh bien, heureusement, sinon les constructeurs ne seraient pas là et je ne serais pas là non plus. Donc oui, nous avons des solutions, et déjà des solutions où il va d'abord falloir privilégier tous les prêts qui concourent à la solvabilisation de la clientèle. Alors bien sûr, le prêt à taux zéro, même si on a constaté une tendance baissière au cours de l'exercice 2011, il n'en demeure pas moins qu'il existe toujours, et notamment il existe toujours pour le neuf. Je vous rappelle qu'il a été supprimé pour l'ancien, mais qu'il existe toujours pour le neuf. Donc il va falloir qu'on s'appuie très largement à nouveau sur le prêt à taux zéro, mais également sur le prêt principal, donc, qui suit immédiatement le prêt à taux zéro pour compléter ce plan de financement. Il faut que le prêt principal, je dirais, soit le plus intelligent possible, c'est-à-dire qu'il puisse s'adapter au plus près aux ressources de ses accédants à la propriété. Il ne faut pas négliger notamment le prépasse. Je dirais, on néglige souvent l'intérêt, l'importance du prépasse. Moi, je dirais que c'est un peu mon dada, et c'est aussi le dada de l'ensemble des collaborateurs du Crédit Foncier. C'est un prêt qui permet quand même de bénéficier donc, de frais réduits. Donc, ça serait dommage que nos clients n'en profitent pas. C'est un prêt qui permet aussi aux clients aujourd'hui, mais aussi demain, de profiter de l'APL, c'est-à-dire l'aide personnalisée au logement. C'est une aide qui est importante puisqu'elle vient en réduction de sa mensualité, donc elle l'aide à accéder à la propriété, soit aujourd'hui, soit demain, puisque c'est un prêt qui est doté d'un droit de retour à moins bonne fortune, si je puis dire, c'est-à-dire si la situation du client soit se détériore par une baisse de revenus, par exemple, ou si sa situation se modifie, par exemple, par la survenance d'enfants supplémentaires, alors même qu'il pouvait ne pas y avoir droit à l'APL au moment donc, du consentement du prêt, il pourra l'actionner à tout moment, ce qui est quand même une garantie également sur la viabilité de son projet dans la durée. Donc c'est vrai que c'est un réflexe que les collaborateurs du Crédit Foncier ont systématiquement, puisque 75% de la population française y est éligible. Et pour autant, 75% des financements ne sont pas assortis d'un prépasse au niveau national. En revanche, le Crédit Foncier a 36% de part de marché sur le prépasse. Ça veut bien dire l'importance qu'il accorde à ce type de financement et le fait que nos clients ne passent pas à côté si en tous les cas ils y ont droit. Le prêt principal est effectivement quelque chose d'important, car même si ces années dernières, les taux ont été particulièrement bas, on a aussi essayé d'allonger la durée des crédits en allant jusqu'à 25, 30 ans en ce qui concerne le PAS, voire plus en ce qui concerne le prêt libre. Mais on voit bien que cet allongement a aussi une limite et que, de ce point de vue-là, on ne pourra pas constamment et indéfiniment étirer la durée du prêt qui, bien entendu, avait comme vertu d'abaisser la mensualité des clients, donc de le solvabiliser. Justement, il y a des évolutions en ce moment sur cette question. Je ne sais pas si dans le public, tout le monde connaît les normes BAL 3. Pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. Un éclairage peut-être sur ces normes, et puis est-ce que ces normes risquent d'avoir des conséquences sur vos financements ? Alors, c'est sûr que ces normes donc, auront des incidences, mais avant de parler effectivement de ces incidences, je voudrais dire quand même qu'à défaut je dirais, d'étirer la durée de nos crédits, il faut aussi qu'ensemble, avec les constructeurs, les pouvoirs publics, les élus locaux, nous puissions aussi inventer très certainement des solutions en constante innovation, de manière à pouvoir réinventer encore des financements qui soient donc plus intelligents pour nos concitoyens. Le pass foncier, pour moi, était un bon exemple de ce que l'on pouvait inventer pour rendre possible le rêve, comme on l'a dit tout à l'heure. J'aime beaucoup votre expression, mettre des murs autour du rêve des clients. C'est vrai que le premier rêve du client après une vie familiale réussie, c'est d'être propriétaire. Donc notre rôle, effectivement, est de rendre possible ce rêve. Mais des murs sans barreaux, bien sûr, avec des grandes fenêtres. Donc pour ça, plusieurs solutions sont déjà possibles. Alors,
il ne faut pas toujours tout attendre, bien sûr, de l'évolution des pouvoirs publics, même si, quand on a eu le doublement à taux zéro, bien entendu que ça a aidé, que ça a donné un coup de pouce considérable. En attendant, il faut aussi que l'on trouve quelquefois des ressources internes, et ces ressources internes, en tous les cas, nous, au Crédit Foncier, on a inventé 2 offres et on a aussi créé une nouvelle approche. Alors, les 2 offres, c'est comment tirer au mieux et aider les collectivités locales à maximiser, je dirais, l'aide qu'elles souhaitent apporter donc à leurs concitoyens dans leur politique locale de l'habitat, à travers des aides, à travers des prêts bonifiés. Donc, nous avons créé 2 offres, l'une qui s'appelle Foncier Plus et l'autre qui s'appelle donc le duo collectivité, qui permettent, en l'intégrant dans le plan de financement du crédit foncier, donc un prêt principal souverain passe, un prêt à taux zéro et ce duo collectivité par exemple, ben ça permet à charge ressources, donc avec un taux d'endettement équivalent pour un client, donc la même mensualité, ça permet par exemple d'augmenter son budget de 4 000 €. Donc c'est pas rien, par les temps qui courent, ce n'est pas rien, on le voit bien. Et puis le deuxième système qui permet d'intégrer l'aide de la collectivité, non pas sur le budget, mais sur l'échéance du client, donc du coup de pouvoir rendre propriétaires des clients qui n'auraient pas pu l'être en abaissant donc leur taux d'effort. Donc voilà sans doute des moyens assez simples et qui existent déjà et qui permettent donc d'aider des compatriotes à devenir propriétaires. Une nouvelle approche aussi, qui est l'approche en coût global, c'est celle que nous avons intégrée dans nos règles de recevabilité, qui consiste à dire qu'on ne finance pas tout à fait de la même manière un logement qui est économe, qui est non énergivore, et un logement qui ne l'est pas. C'est une règle sans doute de bon sens. L'approche classique, c'est d'avoir une approche charge-ressources. Combien vous gagnez, combien vous avez de charges, je fais un charge-ressources, et puis voilà, je vois si vous êtes au-dessus des 33 ou si vous êtes en dessous. Nous nous sommes dit qu'il fallait aussi raisonner par rapport au budget du client, c'est-à-dire que le budget du client, c'est non seulement sa mensualité, mais ce qu'il va devoir aussi dépenser pour se chauffer, pour s'éclairer, voilà. Donc plus un bien est non énergivore, autrement dit la construction neuve, elle rentre particulièrement évidemment dans cet état d'esprit, plus on finance un logement énergivore, plus on peut aller loin au niveau du plan de financement, dans la mesure où ce bien sera moins coûteux dans la durée à faire vivre et donc au niveau du budget mensuel du ménage. Donc ça, c'est une approche que nous avons également intégrée. Alors quand même, pour en revenir à votre question, voilà, quelle est l'approche BAL 2, BAL 3, et est-ce que ça va avoir des conséquences sur les futurs financements? Alors, bien entendu, alors il faut savoir déjà, je vais essayer de vous le dire simple, il y a eu BAL 1, il y a eu BAL 2, et il y a bientôt BAL 3. Alors BAL 1, c'est quoi? BAL 1, c'était les ratios Cook, c'est-à-dire en fait l'adéquation du niveau de fonds propres au crédit octroyé. Donc c'était purement quantitatif, si je peux dire. C'est un ratio. BAL 2 a introduit une notion supplémentaire qui est une notion donc qualitative. BAL 2 a introduit la notion de juste rémunération des fonds propres par une tarification adaptée au risque de contrepartie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une approche sectorielle, c'est-à-dire qu'un client corporate professionnel coûte plus cher en fonds propres, il est plus pondéreux au niveau des fonds propres qu'un client particulier, par exemple. Donc mécaniquement, en moyenne, un client professionnel aura un prix plus cher, en moyenne, qu'un client particulier. La seconde approche, après le sectoriel, c'est une approche clientèle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de cette clientèle, qu'elle soit corporate ou qu'elle soit particulier, il faut que les banques aient une meilleure connaissance du risque qu'elles financent. C'est pour ça qu'elles sont aujourd'hui sans doute plus exigeantes dans l'analyse du dossier, parce que demain, et ça a déjà commencé, un crédit dit risqué coûte plus cher en fonds propres qu'un crédit moins risqué. Donc, ça devrait se traduire par une tarification également différente. Le troisième point, c'est le niveau de la garantie. Toutes les garanties ne se valent pas. Une hypothèque et la garantie du FGAS, par exemple, quand on finance une primo-accession avec un prêt à taux zéro et un prêt passe, par exemple, une hypothèque et la garantie du FGAS coûtent moins cher en fonds propres qu'un autre type de garantie, comme une caution personnelle et solidaire, voire un prêt non garanti. Donc, mécaniquement, également,
une contribution au fonds propre qui est moins lourde sur les prêts hypothécaires et les prêts FGACé que sur les prêts garantis autrement. Donc l'ensemble de ces trois critères, hein, sectoriel, clientèle et puis donc la nature de la garantie, doit conduire les banques à avoir une approche différenciée prix-client. C'est aussi simple que ça. Elles faisaient moins cette différence autrefois. Elles vont devoir être obligées de le faire aujourd'hui parce que ça va peser directement sur leur fonds propre. Le second point également introduit par BAL 2, c'est que la durée des crédits, aujourd'hui, doit être directement corrélée avec le coût de leurs ressources et la durée de leurs ressources. Autrement dit, autrefois, les banques faisaient plus de transformations. Elles pouvaient lever des ressources à 5 ans et faire un prêt de 35 ans. Demain, cette partie-là est beaucoup plus réglementée. Quand vous faites un prêt long, vous devez acheter une ressource longue, et les ressources longues sont plus chères que les ressources courtes. Hein, donc c'est la raison pour laquelle, mécaniquement, cela doit conduire également à avoir une meilleure adéquation entre la levée des ressources et l'emploi de ces ressources à travers le crédit, dont la durée devra être mieux corrélée. BAL 3 va renforcer encore un petit peu ce dispositif avec toujours la corrélation du prix du crédit, du niveau du risque et du prix de la ressource. Alors, je vous rassure quand même, parce que ça a l'air un petit peu austère tout ça, c'est que, c'est que pour certains, ce mécanisme est une découverte, puisqu'ils ne l'avaient pas déjà intégré. En revanche, j'ai coutume de dire que le Crédit Foncier étant un établissement spécialisé, cette démarche, il l'avait déjà intégrée depuis longtemps. Autrement dit, il était un petit peu balourd avant l'heure. Hein, notre structure, par exemple, de tarification sur les particuliers a toujours fait le distinguo entre la nature de la garantie, entre la quotité d'apport personnel, par exemple. Donc, on était, entre guillemets, un petit peu balourd avant l'heure. Donc, même si eh bien, on doit maintenant mieux formaliser ça, c'est des choses qu'on avait déjà intégrées, donc ce n'est pas révolutionnaire. Cette approche n'est pas révolutionnaire pour nous, elle le sera plus très certainement pour les autres. Donc votre politique d'accès au crédit ne va pas changer fondamentalement? La politique tarifaire ne change pas particulièrement, non. Très bien.